Et si nos sociétés fonctionnaient en fait comme un immense organisme vivant? C'est l'idée un peu folle mais fascinante d'une théorie, la suprabiosociologie. Elle utilise une puissante métaphore biologique pour essayer de décoder le monde qui nous entoure, des crises politiques jusqu'à nos désirs les plus intimes. Alors préparez-vous parce que le voyage est assez vertigineux. Tout part d'une scène presque banale, le genre de commentaire qu'on voit partout sur Internet. C'est une réaction qu'on connaît bien. On a un problème, ici la dette, on trouve un coupable facile, le politicien, et on propose une solution qui semble logique et simple. Mais, et si tout ça passait à côté de l'essentiel? Si le véritable problème était caché ailleurs? C'est la question qui démarre vraiment toute la réflexion. Est-ce qu'on est en train de juger la personne, son intelligence, ses compétences, ou bien est-ce qu'on est juste en train de juger un acteur qui joue son rôle dans une production gigantesque, une pièce de théâtre dont le script nous échappe complètement? Et là, on touche au premier niveau de la théorie. Toutes ces disputes politiques, ces débats enflammés à la télé, ces indignations sur les réseaux, tout ça ne serait qu'une performance, une sorte de grand spectacle permanent conçu pour occuper le devant de la scène et surtout pour détourner l'attention des vrais mécanismes qui, eux, se jouent en coulisses. Ok, donc si la politique est un spectacle, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Quel est le but de ce grand théâtre? Et qu'est-ce qui se trame en coulisses pendant que tout le monde a les yeux rivés sur les acteurs sur scène? En coulisses, il y aurait le vrai moteur de la machine, le code source du système. Selon cette théorie, le programme qui dirige vraiment nos sociétés, ce n'est pas la volonté des politiciens, non. C'est la logique froide, mathématique et implacable du système monétaire lui-même, le système argent-dette. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour faire simple, c'est un système où la quasi-totalité de l'argent en circulation est créée à partir de rien par les banques au moment où elles accordent un prêt. Que ce soit pour un crédit immobilier, un prêt étudiant ou la dette d'un État. De l'argent neuf est créé. Mais, et c'est là que tout se joue, ce prêt doit être remboursé avec un supplément, les intérêts. Et ce mécanisme, il enclenche une sorte de boucle infernale. D'abord, l'argent est créé avec cette dette d'intérêt qui lui est collée. Du coup, pour rembourser le capital et les intérêts, il faut plus d'argent dans l'économie qu'il n'en a été créé au départ. Et comment on trouve cet argent en plus? En créant de nouvelles dettes, qui elles-mêmes génèrent des intérêts. C'est une course en avant qui oblige le système à une seule chose, la croissance perpétuelle. Et la conséquence directe de cette course à la croissance infinie, elle est simple. Pour que le système ne s'effondre pas, il faut que l'argent circule en permanence. Ça veut dire qu'il faut dépenser, acheter, consommer, tout le temps. La consommation constante n'est pas juste un mode de vie, c'est une nécessité mathématique du système. D'accord, le système a besoin qu'on consomme. Mais comment il s'assure qu'on continue à acheter, même quand nos besoins essentiels sont déjà couverts? Pour comprendre ça, on va prendre un exemple que tout le monde connaît. Un outil incroyablement puissant, la mode. En fait, le système a deux armes principales. L'obsolescence technique, on la connaît bien, c'est notre machine à laver qui tombe en panne juste après la garantie. Mais il y a une arme beaucoup plus subtile, c'est l'obsolescence culturelle. Là, nos téléphones, nos vêtements, ils marchent encore parfaitement. Mais ils sont démodés, ils ne sont plus tendance. Et la mode, c'est le moteur numéro 1 de cette obsolescence culturelle. Et cette phrase, elle met le doigt sur un paradoxe énorme. On peut être sincèrement inquiet pour la planète, critiquer la surconsommation, et en même temps, se sentir presque obligé de renouveler sa garde-robe ou son téléphone parce que les anciens ne sont plus dans le coup. On se retrouve à alimenter la machine qu'on critique. Et voilà comment la boucle est bouclée. On part d'un besoin purement systémique, presque abstrait, la nécessité de croissance infinie pour le système financier, et on le transforme, via la culture, la pub et la mode, en un désir très personnel, très émotionnel, le désir de nouveauté, d'appartenance, de distinction. Maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle. La politique spectacle, le moteur de la dette, la programmation de la consommation. La suprabiosociologie propose une vision d'ensemble pour lier tout ça. Il s'agit de changer complètement de perspective. Ne plus voir la société comme une collection d'individus, mais comme un seul et unique corps vivant. Le concept est vraiment radical. L'humanité, ou un pays par exemple, fonctionnerait comme un corps, un supraorganisme. Et chaque être humain serait une cellule de ce corps. Dans cette vision, l'individu n'est plus l'acteur principal de son destin, il devient un composant d'un organisme bien plus grand qui le dépasse et le dirige. Et c'est là que l'analogie biologique devient vraiment la clé de tout. C'est simple. Les individus sont les cellules. Le système financier, avec sa logique de dette et de croissance, c'est l'ADN. C'est le code génétique qui contient les instructions de base. Et les médias,
la culture, la politique, eh bien ce sont les ARN messagers. Leur rôle, c'est de lire des fragments de cet ADN financier et de transmettre les ordres aux cellules, à nous, pour qu'elles agissent. L'implication de tout ça est assez profonde. Une cellule de notre peau fait son travail de cellule, elle n'a aucune conscience du corps dans son ensemble. Eh bien, de la même manière, on exécuterait des instructions, on suivrait des modes, on adopterait des opinions, sans avoir un accès direct au code source, à l'ADN du système, qui est à l'origine de ces comportements. Et là où la théorie va encore plus loin, c'est qu'elle ne s'arrête pas à la société. Elle suggère que ce même modèle biologique, ADN, ARN, cellules, on le retrouverait en miroir à l'intérieur de notre propre esprit. On aurait donc un modèle fractal, une structure qui se répète à différentes échelles. Au niveau de la société, l'ADN, c'est le système financier. À l'échelle de notre psyché, l'ADN, ce serait notre inconscient, le code source de nos potentiels, mais aussi de nos traumas et de nos schémas. Et nos pensées conscientes, ce ne seraient que les ARN messagers qui traduisent des petits bouts de ce code inconscient en paroles et en actions. Du coup, l'introspection, le fait de faire un travail sur soi, ça prend une signification toute nouvelle. Ce n'est plus juste réfléchir. Ce serait l'équivalent des mécanismes de réparation de l'ADN dans une cellule. Quand on fait ce travail, on irait en quelque sorte accéder à notre propre code source pour y corriger les bugs, les schémas hérités qui nous limitent. Au final, cette théorie nous propose donc une vision fractale du monde, où les mêmes lois de base semblent s'appliquer de notre psyché la plus intime jusqu'au fonctionnement du grand corps social. Alors si on résume le parcours, on est parti du théâtre politique. On a ensuite plongé dans les coulisses pour découvrir le code source économique basé sur la dette. On a vu comment ce code se traduit en désir culturel, via la mode par exemple. Et tout ça nous amène à cette vision unifiée de la société et de la psyché comme des systèmes d'information biologiques. Et on va se quitter là-dessus avec une dernière question qui prolonge la réflexion. Si nos pensées conscientes, nos convictions ne sont que des messagers, des ARN, alors quel est le véritable code source, l'ADN profond qu'elles sont en train de transcrire à chaque instant? Quel programme sommes-nous en train d'exécuter et surtout, est-il possible de le réécrire?